De nouveau, le directeur toucha l'interrupteur. « Si formidablement intelligent !» disait la voix douce, insinuante, infatigable. « Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que... » Non pas tout à fait comme des gouttes d'eau, bien que l'eau en vérité soit capable de creuser à la longue des trous dans le granit le plus dur, mais plutôt comme des gouttes de cire à cacheter liquide. Des gouttes qui adhèrent, s'incrustent, s'incorporent, et à ce sur quoi elles tombent, jusqu'à ce qu'enfin le roc ne soit plus qu'une seule masse écarlate. Jusqu'à ce qu'enfin l'esprit de l'enfant se soit ces choses suggérées, et que la somme de ces choses suggérées, ce soit l'esprit de l'enfant. Et non pas seulement l'esprit de l'enfant, mais également l'esprit de l'adulte pour toute sa vie. L'esprit qui juge et désire et décide, constitué par ces choses suggérées. Mais toutes ces choses suggérées, ce sont celles que nous suggérons, nous. Le directeur en vint presque à crier dans son triomphe. Que suggère l'État? Il tapa sur la table la plus proche. Il en résulte, par conséquent, un bruit le fit se retourner. « Oh, Ford !» dit-il d'un autre ton. « Voilà que j'ai réveillé les enfants. » Une insuffisance physique pouvait produire une espèce d'excès mental. Le processus était apparemment réversible. L'excès mental pouvait produire, à ses fins personnelles, la cécité et la surdité volontaire de la solitude délibérément voulue, l'impuissance artificielle de l'ascétisme. La fin de la petite course en avion s'accomplit en silence. Une fois arrivé et confortablement allongé sur les canapés pneumatiques de la chambre de Bernard, Helmholtz revint à la charge, parlant très lentement. « Avez-vous jamais éprouvé, demanda-t-il, la sensation d'avoir en vous quelque chose qui n'attend pour sortir que l'occasion que vous lui en donnerez, quelque excès de puissance dont vous n'avez pas l'emploi? Vous savez bien, comme toute l'eau qui se précipite dans les chutes au lieu de passer au travers des turbines. » Il dirigea sur Bernard un regard interrogateur. « Vous voulez dire toutes les émotions qu'on pourrait ressentir si les choses étaient autres ?» Helmholtz secoua la tête. « Pas tout à fait. Je songe à une sensation bizarre que j'éprouve quelquefois. La sensation d'avoir quelque chose d'important à dire et le pouvoir de l'exprimer, mais sans savoir quoi. Et je ne peux pas faire usage de ce pouvoir. S'il y avait quelque autre manière d'écrire, ou bien d'autres sujets à traiter. » Il se tut. Puis, « N'est-ce pas, reprit-il enfin, je suis assez habile dans l'invention des formules, vous savez bien. Les mots d'une espèce telle qu'ils vous font brusquement sursauter, presque comme si vous étiez assis sur une épingle, tant ils paraissent nouveaux et produisent un effet de surexcitation, bien qu'ils se rapportent à quelque chose d'hypnopédiquement évident. Mais cela ne semble pas suffisant. Il ne suffit pas que les formules soient bonnes. Ce qu'on en fait devrait aussi être bon. Mais les choses que vous produisez sont bonnes, Helmholtz. Oh, dans leur rayon d'action. Helmholtz haussa les épaules. Mais c'est un fort petit rayon. Ce que je fais n'est pas, si je puis dire, assez important. J'ai le sentiment que je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus important. Oui, et de plus intense, de plus violent. Mais quoi? Qu'y a-t-il de plus important à dire? Et comment peut-on faire preuve de violence sur des sujets du genre qu'il est entendu qu'on traitera? Les mots peuvent ressembler au rayon X.
Si l'on s'en sert convenablement, il transperce n'importe quoi. On lit et l'on est transpercé. Voilà l'une des choses que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, à écrire d'une façon perçante. Mais quel diable d'intérêt y a-t-il à être transpercé par un article sur des chants en commun ou sur le dernier perfectionnement des orgues à parfum? D'ailleurs, peut-on faire que les mots soient véritablement perçants? Vous savez bien, comme les rayons X les plus durs, quand on traite des sujets de ce genre, peut-on dire quelque chose à propos de rien? Voilà à quoi ça se réduit en fin de compte. Je m'efforce et m'efforce. Chut, dit soudain Bernard, et il leva un doigt avertisseur. Puis il tendit l'oreille. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte, chuchota-t-il. Ils étaient debout sur le toit. Big Henry venait de chanter 11 coups. La nuit était calme et tiède. « N'est-ce pas que c'était épatant ?» dit Fifi Bradelot. « C'était tout bonnement épatant, n'est-ce pas ?» Elle regarda Bernard avec une expression de ravissement, mais d'un ravissement dans lequel il n'y avait nulle trace d'agitation ou de surexcitation. Car être surexcité, c'est encore être insatisfait. Son extase était celle, toute calme, de la perfection accomplie, la paix, non point de la simple satiété et du néant, mais de la vie équilibrée, des énergies au repos et se contrebalançant. Une paix riche et vivante, car l'office de solidarité avait donné autant qu'il avait pris. Il n'avait vidé partiellement que pour remplir. Elle était comblée, elle était rendue parfaite, elle était encore plus que simplement elle-même. « Vous n'avez pas trouvé cela épatant ?» insista-t-elle, dirigeant sur le visage de Bernard ses yeux brillants d'un éclat surnaturel. « Si, j'ai trouvé cela épatant, » dit-il en mentant, et il détourna les yeux. La vue de ce visage transfiguré était tout à la fois une accusation et un rappel ironique de ce qui le séparait des autres. Il se sentait aussi misérablement isolé à présent qu'il l'avait été au début de l'office, plus isolé en raison du vide qui, chez lui, n'avait été comblé, en raison de sa satiété inexaucée. À part, inaccordé, tandis que les autres se fondaient dans le grand être, seul, jusque dans l'embrassement de Morgana, bien plus seul, en vérité, plus désespérément lui-même qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Il était sorti de cette pénombre rouge pour revenir à l'éclat vulgaire de l'électricité, avec un sentiment du moi intensifié au point de lui faire souffrir le martyre. Il était misérablement, totalement malheureux. Et peut-être, les yeux luisants de Fifi étaient son accusateur. Peut-être était-ce sa propre faute. « Tout à fait épatant », répéta-t-il. Mais la seule chose à laquelle il put penser, c'était le sourcil de Morgana. « On ne peut pas apprendre des tours à un rhinocéros », avait-il expliqué dans son style bref et vigoureux. « Il y a des gens qui sont presque des rhinocéros. Ils ne réagissent pas convenablement au conditionnement. Les pauvres diables. Bernard en est un. Heureusement pour lui, il est assez compétent dans sa partie. Sans cela, le directeur ne l'aurait certes pas gardé. Cependant, ajouta-t-il d'un ton consolateur, je crois qu'il est assez inoffensif. Assez inoffensif, peut-être, mais également assez inquiétant. Cette manie, en premier lieu, de faire les choses dans l'intimité, ce qui revenait, en pratique, à ne rien faire du tout. Car qu'est-ce que donc que l'on peut faire dans l'intimité?
à part bien entendu se mettre au lit. Mais cela, on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, quoi donc? Bien peu de choses. Le premier après-midi qu'ils étaient sortis ensemble, il avait fait particulièrement beau. Lénina avait proposé une partie de natation au Torquay Country Club, suivie d'un dîner à l'Oxford Union. Mais Bernard pensait qu'il y aurait une foule excessive. Eh bien, alors, si l'on faisait un tour de golf électromagnétique à Saint-Andrews? Mais il avait refusé de nouveau. Bernard considérait que le golf électromagnétique était un gaspillage du temps. Mais à quoi sert-il alors le temps? Demanda Lénina, non sans étonnement. Apparemment, à faire des promenades dans la région des lacs. Car c'est là ce qu'il proposait à présent. Atterrir au sommet du ski d'eau et faire une marche de 2 heures parmi la bruyère. Tout seul avec vous, Lénina. Mais, Bernard, nous serons seuls toute la nuit. Bernard rougit et détourna son regard. Je voulais dire, seul pour causer, marmotta-t-il. Pour causer? Mais de quoi donc? Marcher et causer, cela lui semblait une manière bien bizarre de passer un après-midi. Mais Dieu est la raison d'être de tout ce qui est noble, beau, héroïque. Si vous aviez un Dieu... Mon cher jeune ami, dit Mustapha Meunier, la civilisation n'a pas le moindre besoin de noblesse ou d'héroïsme. Ces choses-là sont des symptômes d'incapacité politique. Dans une société convenablement organisée comme la nôtre, personne n'a l'occasion d'être noble ou héroïque. Il faut que les conditions deviennent foncièrement instables avant qu'une telle occasion puisse se présenter. Là où il y a des guerres, là où il y a des serments de fidélité multiples et divisés, là où il y a des tentations auxquelles on doit résister, des objets d'amour pour lesquels il faut combattre ou qu'il faut défendre. Là, manifestement, la noblesse et l'héroïsme ont un sens. Mais il n'y a pas de guerre de nos jours. On prend le plus grand soin de vous empêcher d'aimer exagérément qui que ce soit. Il n'y a rien qui ressemble à un serment de fidélité multiple. Vous êtes conditionné de telle sorte que vous ne pouvez vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire est, dans l'ensemble, si agréable. On laisse leur libre jeu à un si grand nombre de vos impulsions naturelles qu'il n'y a véritablement pas de tentation auxquelles il faille résister. Et si jamais, par quelque malchance, il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien, il y a toujours le soma, qui vous permet de prendre un congé, de vous évader de la réalité. Et il y a toujours le soma pour calmer votre colère, pour vous réconcilier avec vos ennemis, pour vous rendre patient et vous aider à supporter les ennuis. Autrefois, on ne pouvait accomplir ces choses-là qu'en faisant un gros effort, et après des années d'entraînement moral pénible. À présent, on avale 2 ou 3 comprimés d'un demi-gramme, et voilà. Tout le monde peut être vertueux à présent. On peut porter sur soi, en flacon, au moins la moitié de sa moralité. Le christianisme sans larmes, voilà ce qu'est le soma. Mais les larmes sont nécessaires. Ne vous souvenez pas de ce qu'a dit Othello. Si après toute tempête, il advient de tel calme, alors que les vents soufflent jusqu'à ce qu'ils aient réveillé la mort,
Il y a une histoire que nous contait l'un des vieux Indiens au sujet de la fille de Matsaki. Les jeunes gens qui désiraient l'épouser devaient passer une matinée à sarcler son jardin avec une houe. Cela semblait facile, mais il y avait des mouches et des moustiques, tous enchantés. La plupart des jeunes gens étaient absolument incapables de supporter les morsures et les piqûres. Mais celui qui en était capable, celui-là obtenait la jeune fille. Charmant. Mais dans les pays civilisés, dit l'administrateur, on peut avoir des jeunes filles sans sarcler pour elles avec une houe. Et il n'y a pas de mouches ni de moustiques pour vous piquer. Il y a des siècles que nous en sommes complètement débarrassés. Le sauvage eut un signe d'acquiescement avec un froncement des sourcils. Vous vous en êtes débarrassé. Oui, c'est bien là votre manière. Se débarrasser de tout ce qui est désagréable, au lieu d'apprendre à s'en accommoder. Savoir s'il est plus noble en esprit de subir les coups et les flèches de la fortune adverse, ou de prendre les armes contre un océan de malheur, et, en leur tenant tête, d'y mettre fin. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous ne subissez ni ne tenez tête. Vous abolissez tout bonnement les coups et les flèches. C'est trop facile.